Sean Strickland a choqué le monde en roulant sur Israel Adesanya pour devenir le champion middleweight de l'UFC. Pour sa première défense, il rencontre Dricus du Plessis. 19 finishes sur 20 victoires dans un combat rempli d'intrigues. Le champion, âgé de 32 ans, vous affiche un palmarès de 28 victoires pour 5 défaites avec 20 combats à l'UFC, dont les 3 quarts gagnés. 11 victoires par KO, 4 par soumission et 13 à la décision. Après une année 2022 compliquée où il se fait éteindre par Alex Pereira et où il perd par décision partagée dans le combat de la soirée contre Jared Cannonier, il revient en force. Il bat Nassourdine Imavov en short notice, éteint la hype d'Abus Magomedov et vient prendre la ceinture à Israel Adesanya en méga underdog. Pour cette première défense, il rencontre la sensation sud-africaine Dricus du Plessis. 20 victoires, dont 19 par finish pour 2 défaites. Invaincu en 6 combats à l'UFC, où il a enchaîné Trevin Giles, Brad Tavares, Darren Till et Derek Brunson avant de créer la surprise contre Robert Whittaker. Un combat bizarre sur le point de vue de leur style qui donne tout l'attrait et l'intérêt à cette opposition qui ne peut être que palpitante. Le Game Plan saison 2024 épisode 3, c'est maintenant avec Brian Boulan. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Toi, Chris, comment tu vas? Vers la fin de mon jeûne prolongé, donc je commence à fatiguer, mais ça va, j'ai hâte de pouvoir manger à nouveau. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec les pronostats. Alors chez notre partenaire unibet.fr, ça donne le champion favori à 1,66 contre 2,10 pour Dricus du Plessis. C'est donc serré, on est sur un 55-45 grosso modo. Quelle est ta position avant qu'on commence le podcast? Moi, j'étais sur je rejoins entièrement Unibet, j'étais sur un 55-45. J'aurais pu voir un 60-40 en direction de Strickland à première vue. Et là, en réétudiant un peu plus la confrontation, ouais, un 55-45 me semble judicieux, voire même 52-48. Enfin, je trouve que c'est un combat qui est très serré quand même, sur le papier. Enfin, sur le papier, hein, voilà. Après Ouais, analyse. en analysant, je suis parti dans tous les sens. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi Dricus est underdog? Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, Strickland, il mériterait d'être à 65-35. Puis je me suis dit, c'est trop le bordel ce combat. On va dire 50-50 parce que c'est impossible à prédire un peu comment ça va se dérouler. Et je trouve que c'est ça qui est chouette dans ce combat, c'est qu'on a deux styles, j'ai envie de dire atypiques, qui vont se rencontrer. Et déjà, quand tu as un style atypique contre un style classique, tu sais pas comment ça va se dynamiser dans la cage. Alors là, avec deux styles un peu atypiques, on a vraiment aucune idée. J'ai l'impression que tout ce qui se rapproche du 50-50 est la vérité, parce que c'est trop difficile à prédire. Et pendant le combat, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui sort complètement du lot et qui roule sur l'autre au final. Donc moi, je ne sais pas vraiment émettre de stats. J'avais envie, ma dernière envie, c'était de me rapprocher du 60-40 pour Strickland. Hmm. Alors, pour rappel, hein, quand on fait des pourcentages, ça veut pas dire que l'un est plus fort que l'autre à 60% ou des trucs comme ça, hein. C'est des pourcentages de scénarios probables, hein. Donc, quand on annonce un 55-45, ça veut dire que pour nous, les deux ont autant de chances l'un que l'autre, que c'est un combat qui est très serré et très équitable sur le papier. Et ça veut pas autant dire que la réalité, s'il y a 5% que l'autre l'emporte via KO et qu'il le place, eh ben on passe sur un 100% de scénario C'est ça. de finish, quoi. Et pour réagir sur ça, ben, je te rejoins hein, sur le fait que c'était difficile un petit peu à noter. Et moi, j'étais plutôt parti sur des scénarios probables, tu vois. Mm. J'ai rencontré un petit peu la même difficulté à me projeter parce que je me suis rendu compte que
il y avait plusieurs scénarios possibles et probables, et qu'en fonction, tout pouvait aller d'un côté ou de l'autre. Ouais, exactement, exactement. Je pense qu'ils ont tous les deux un vrai chemin vers la victoire, mais dans les deux cas, les chemins vers la victoire sont compliqués. Tu vois, c'est pas Mm. sois toi-même et tu vas vers la victoire. Il y a du travail à faire et ça va Ah ouais, probablement se faire sur le parce mental que, aussi. parce que soit toi-même, Ouais, ouais, pour Strickland. Mais c'est compliqué, hein. On l'a vu faire des adaptations, arriver avec un game plan pour Israël Adesanya. Est-ce qu'il va faire la même chose? Euh, c'est, al- c'est une personnalité, hein. C'est une personnalité. Peut-être qu'il l'a fait une fois, mais est-ce qu'il le fera deux fois? hmm. Ça, c'est autre chose, quoi. Mais j'ai un peu teasé, mais quand on va parler de Sean Strickland, j'ai une petite théorie de geek sur lui Ok, qui, je pense, pourrait, ouais, je sais pas, alimenter la conversation ou ça va, changer ça va. notre vision de Sean Strickland. Alors, je profite, je vais faire une petite parenthèse en début de podcast pour une fois. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore le cas et mettez vos pronostics en commentaire, comme ça crée un peu de référencement et n'oubliez pas de liker la vidéo. Au passage, je propose comme on a donné tous les deux nos pronostics, qu'on passe aux forces et faiblesses, donc le profil sportif des deux combattants, et on va commencer par le challenger, si tu veux bien, donc Dricus Duplessis. Comment est-ce que tu décrirais l'athlète qui est dans la cage? Ah, je vais rester très positif. Bon, en fait, c'est un petit peu comme Strickland. Donc, à première vue, quand on le voit, on se demande ce qu'il fait à si haut niveau, parce qu'il y a quand même beaucoup de déchets dans son jeu, des mauvaises gestions de la distance, du jeu de jambes, il y a des trucs, tu te demandes, quoi. Mais voilà, mais il est très très bon dans pas mal de domaines. Et donc, moi, pour le définir, je sais pas comment je pourrais le définir. C'est un très très bon, très très bon bagarreur, entre guillemets. Enfin, c'est même pas bagarreur, parce qu'il, pour moi, c'est un mec qui est un peu persévérant. Bon, grappleur. Ah, Grappleur d'office, c'est un très bon grappleur. ouais, ouais, ouais. Mais par contre, j'aime bien le mot persévérant. J'aime bien que tu l'aies utilisé. Mais voilà, t'as l'impression qu'il a pas de cerveau, tu vois, qu'il y va. Enfin, pas négativement, pas de cerveau, mais genre, il boxe, il y va, il se fait rouler dessus au premier round, il arrive avec le sourire, il repart, tu vois. Mhm. Et, euh, et il lâche pas l'affaire. C'est un vrai grinder. Ouais. Et il est étrange, c'est vraiment étrange dans sa manière de combattre, de boxer. Mais bon, pour une définition générale, je vais le définir en deux mots, enfin en deux mots, en deux expressions. Très bon grappleur, et pour moi, c'est un striker en garde ouverte. Hmm. Ouais, ouais. Ben, il switch beaucoup, mais c'est vrai que le meilleur de son taf est en garde ouverte. Notamment, je pense, parce que ça le rend faux gaucher. Je pense que de base, c'est un droitier, mais quand il se met en gaucher, son bras avant est ultra puissant. Et Robert Whittaker en a fait les frais. Moi, j'avais défini comme quelqu'un, une efficacité explosive, atypique et puissante. Tu vois, il a un style explosif, c'est quelqu'un qui va exploser dans ses actions et il a une vraie efficacité dessus. Et je voulais mettre le mot efficacité en avant parce que l'esthétique technique n'est pas spécialement au rendez-vous. C'est pas propre ce qu'il fait, c'est un peu bizarre. Même sa posture, tu as l'impression que, je sais pas, son genou droit est un peu tordu. Tu vois, t'as pas cette impression d'un combattant professionnel de MMA à haut niveau, comme tu l'as dit. Et pourtant, sur le point de vue de l'efficacité et de son Mhm. palmarès et là où il en est dans sa carrière, ben, clairement, il rentre dans la définition. J'avais écrit bizarre sur les changements de garde parce qu'il est fait. T'as l'impression que c'est de manière non réfléchie et aléatoire. Il change de garde, il change de garde, il change de garde, il attaque. C'est bordélique comme ça. Les angles qui travaillent sont assez bizarres. Les distances, il attaque sur des distances qui font pas sens, mais ça fonctionne pour lui et c'est pas ce que tu vas enseigner à tes élèves, quoi. Mais fonctionnel. Voilà, son jeu est fonctionnel. Il est pas beau à regarder spécialement, mais c'est fonctionnel. J'avais écrit lutte et surtout grappling à ne pas sous-estimer. Je pense que, comme toi, je te rejoins. Ce qu'il a fait contre Whittaker pour aller chercher la darse et quand elle passe pas à envoyer les coups de coude, encore une fois, le mot Ouais. fonctionnel lui convient très très bien. Ouais, cette action au sol, elle est splendide. Dans la fin du premier round contre Whittaker, Mhm, j'ai trouvé mhm, ça merveilleux ce qu'il a proposé. Par contre, mauvaise gestion de l'énergie, mais il est bon dans la fatigue. mhm. Ouais, tout à fait. Alors, bah, tous ces éléments-là, ouais, je pense que
Je te rejoins. Alors, mauvaise gestion de l'énergie, ça, on va revenir dessus parce que là, il va faire son premier synchrone à l'UFC, si je dis pas de bêtises. Enfin, où il Ouais. va dépasser, on sait, enfin, pour l'instant, il a jamais dépassé 3 rounds en combat. Donc ça va être intéressant. Attends, parce qu'il a été champion à l'EFC. Ah ben non, Euh, mais il a C'était que au des finishes. Il a que des KSW, finishes. KSW qu'il a fait synchrone aussi, hein. Mais Ah mais il a jamais fait synchrone plein, on est d'accord, hein. il a jamais dépassé le troisième round. Parce qu'en en gros, il a 19 finishes sur 20. Sa seule Ah oui. décision, c'est à l'UFC contre Tavares, Ouais. qui était en 3 rounds. Et ses 2 défaites, c'est aussi par finish dans le troisième round, les 2 fois contre Soldic et McLellan. Hmm. Ouais, Mais juste pour revenir sur les changements de garde, j'ai remarqué, alors au tout début, je me suis dit, bah, en fait, il est gaucher ce type. Et puis après, face à un gaucher, je l'ai vu combattre en droitier. Donc c'est pour ça que je pense que il a une préférence pour la garde ouverte. Et ça, je pense qu'on le voit de plus en plus, des combattants qui, ben, on en a parlé avec l'adversaire Jarrett. de Taylor, qui sont beaucoup plus à l'aise dans la garde ouverte, qui connaissent bien les combinaisons. Et leur schéma technique en striking est conçu en fonction de ces angles-là, tu vois. Tu as un gaucher face à toi, tu restes en droitier, tu connais les combinaisons qui passent en garde ouverte, tu les travailles, et si tu as un droitier comme toi, bah, tu te mets dans l'autre sens et tu fais les combinaisons de la garde ouverte. Et j'ai un peu l'impression, hein, peut-être que c'est qu'une impression, mais qu'il a un peu cette tendance-là. Et, et ça reste Ouais. intéressant un peu pour prédire quelle garde il pourrait privilégier face à Strickland. Pour moi, il arrivera en gaucher. Après, Ah, c'est intéressant. Ouais, parce que en fait, quand j'ai regardé ces combats hier, bah, je voyais qu'ils switchaient pas mal. Alors j'ai regardé un contre Whittaker, un contre Darren Till, donc un contre un gaucher, un contre un droitier, mais j'ai pas relevé le fait qu'il était majoritairement en garde ouverte. euh, Par contre, je- je trouve que contre Whittaker, il est venu avec une stratégie, en tout cas sur la responsabilité défensive, il est vraiment venu avec une approche différente. Et Mhm. dans son interview d'après-combat, j'ai plus les termes exacts, mais il avait expliqué comment il s'était préparé contre Robert Whittaker et j'ai trouvé ça très 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 intelligent. Ouais. Donc on a un style qui est peu esthétique, on a l'impression qu'il vient à l'instinct dans la cage, mais en fait je pense qu'il vient très très bien préparé pour ses combats, Dricus du Plessis. Hmm. Bah, écoute, moi je l'ai jamais entendu en interview, mais je te crois là-dessus. C'est fort possible que ce genre de profil de combattant arrive quand même bien préparé. Moi, c'était contre Derek Brunson où il est en droitier quasi tout le combat. Ah ouais, exact, exact. Et il fait des changements de garde qui servent un petit peu à rien, Mais c'est ça, oui, c'est ça, effectivement. voilà, c'est ça, c'est la façon de le dire. Donc, enfin, qui servent à rien, c'est toujours, enfin voilà, hein, qui peuvent créer un petit peu de volume visuel, mais qui n'ont pas il n'en fait rien, mais en tout cas, il arrive en droitier. C'est pour ça que je me suis dit qu'il devait privilégier la garde ouverte. Voilà. Hmm. Intéressant, intéressant. Mais ça va être bien d'en parler pendant la partie de game plan. Maintenant, passons peut-être à Strickland, et là je vais peut-être commencer avec ma théorie. Donc Mhm. pour moi, Strickland, c'est la définition humaine de l'intelligence artificielle. Et je vais rentrer un peu plus en mode geek. Dans l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui s'appelle le machine learning. Ouais. Et pour moi, il représente le mix entre l'apprentissage supervisé, mais surtout l'apprentissage par renforcement. Alors là, je vais simplement prendre une définition que j'ai trouvée sur Internet pour essayer d'exprimer ça à ceux qui n'ont pas fait d'études en informatique. Donc, l'apprentissage par renforcement, ça consiste pour un agent autonome, c'est-à-dire un robot, un agent conversationnel, un personnage d'un jeu vidéo. Ici, on va parler de Strickland. Mhm. Donc, pour Strickland, ça consiste à apprendre les actions à prendre. Donc, apprendre, learn et apprendre, espace. Donc, les Mhm. actions à entreprendre, on va dire, à partir d'expériences, de Mhm. façon à optimiser une récompense quantitative au cours du temps. L'agent est plongé au sein d'un environnement et prend ses décisions en fonction de son état courant. En retour, l'environnement procure à l'agent une récompense qui peut être positive ou négative. L'agent cherche, au travers d'expériences itérées, un comportement décisionnel, appelé stratégie ou politique, et qui est une fonction associant à l'état courant l'action à exécuter, optimale. En ce sens, il maximise la somme des récompenses au cours du temps. Donc en gros, c'est alors moi, mes études remontent à il y a 12 ans, mais on avait vu ça au cours de mes études. C'est vraiment tu développes ton intelligence artificielle en le foutant dans un environnement. Tu peux lui expliquer les règles ou pas du jeu et
tu le fais exécuter plusieurs parties d'affilée et au début, il va faire Mhm. n'importe quoi, il va perdre, il va perdre, il va perdre, mais le système, c'est vraiment, je fais ça, l'adversaire fait ça, ah, j'ai perdu. Donc la prochaine fois, quand je fais ça et qu'il fait ça, je fais autre chose. Et au fil du temps, ben, ça devient de plus en plus puissant, de plus en plus intelligent, jusqu'à arriver à une version où euh, l'expérience et l'apprentissage fait que le robot est très intelligent dans cet environnement-là. Et donc, pour Shane Strickland, j'ai l'impression qu'on lui a dit, voici le MMA, voici les règles, maintenant démerde-toi, ton objectif c'est de gagner contre d'autres humains qui veulent te battre. Aujourd'hui, expérimenté comme il est, parce qu'il fait des sparring dans tous les sens, on a l'impression que, bah, il le dit d'ailleurs sur le Joe Rogan, il fait quasi Mhm. que des sparring en guise d'entraînement, bah, il sait quoi faire, comment le faire et à quel moment le faire. Et donc le pire dans tout ça, c'est que si on veut croire à ma théorie, il va continuer de s'améliorer constamment et de plus en plus, et limite de manière exponentielle. Donc en gros, pour Strickland, en début de combat, son cerveau prend les informations, il repère ce qui va fonctionner pour battre ce genre de profil dans le sens où il a fait tellement de sparring, il a connu tellement d'expérience dans cet environnement qu'il peut vite découvrir, ah tiens, contre ce type de profil, j'ai déjà fait des sparring. Quand je fais ça, ça marche pas. Quand je fais ça, ça marche. Donc je vais faire ça parce que ça marche. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que je définis Strickland parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui soit coachable. Tu vois, c'est pas quelqu'un où tu vas lui dire voilà, on va driller ça. Là, il y a un petit détail, il faut que tu mettes ta main comme ça. Non, c'est quelqu'un, tu le balances dans un environnement de combat et il va apprendre au fil du temps avec des sparring de 45 minutes et des trucs comme ça, quoi. Bah écoute, ta théorie, elle se tient. Alors, et ouais, ça me fait marrer le truc gay. Donc, si on ramène ça sur l'aspect humain et apprentissage humain, on appelle ça l'apprentissage empirique. Ah, ok. Donc, et effectivement, tu as deux apprentissages, hein, empirique et théorique. Et le meilleur apprentissage, c'est l'apprentissage euh, en gros théorico-pratique où tu fais et de la théorie et de l'empirique, peu importe le sens. Et oui, je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait que l'apprentissage empirique, bah, euh, c'est vraiment dans ce type d'apprentissage que Strickland est. Par contre, où je vais mettre peut-être de la nuance, et c'est je pense que Strickland commence à et va commencer à accepter l'apprentissage théorique. Donc, on l'a vu comme contre Israël Adesanya, où il est arrivé avec une meilleure gestion sur les low kicks, une meilleure défense. Et c'est des toutes petites informations qui lui ont été données de l'extérieur, tu vois, et qui lui ont permis en tout cas de progresser. Et pour en revenir sur les sports de combat, moi personnellement, je fais en tant que coach, je fais de l'apprentissage empirique et théorique. Donc on a de la théorie en début de pratique. Je demande à mes élèves de ne pas appliquer ce qu'ils viennent de voir, mais essayer de le noter quelque part et de l'appliquer en sparring la semaine suivante, tu vois, parce que sinon tout le monde sait ce qu'il va tenter pendant le sparring. Il y a des sparring à chaque entraînement, donc ils font de l'empirique. Et à la fin de l'entraînement, on a 5-10 minutes de débriefing théorique à nouveau. Donc ils peuvent poser des questions et avoir encore de l'apprentissage, tu vois. Et donc sur cet aspect-là, ben, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'espère. Strickland, comme tu l'as dit, il emmagasine des choses dans son apprentissage. Moi, personnellement, j'espère qu'il commence à mettre de la théorie via ses entraîneurs et qu'il pourrait arriver avec des changements dès le départ, tu vois. Des Ouais. tout petits changements. Ouais, je pense que c'est ça qui est intéressant et c'est peut-être ça qu'on a vu contre Adesanya où il est venu, il avait directement quelques petits ajustements qui étaient intéressants et qui ont fait sa Ouais, performance monumentale. Et je ouais. pense que clairement, Le Eric fait que... Nicksick est la ouais. bonne personne pour ça. Exactement. Et le fait que ça ait fonctionné sur un combat comme ça, le fait qu'il soit champion, j'ai du mal à croire ou à penser que il ne les utiliserait pas, il n'utiliserait pas à nouveau ces conseils, tu vois, d'Eric Nicksick. Exactement, exactement. Et c'est là où on va peut-être revenir sur ce que tu disais au début de podcast par rapport au pronostat. Il y a un élément important, c'est que nous, quand on fait nos pronostats, on part du principe que les deux combattants seront à 100% dans la cage et on a Mm, mm, envie mm. de partir du principe qu'ils ont bien préparé de manière optimale leur combat. Et c'est vrai que de temps en temps, on va complètement se planter Ah juste ouais, parce ouais. que il y en a un qui a fait un mauvais weight cut ou il y en a un qui s'est blessé pendant le training camp, mais personne ne Mm, le mm. savait. Donc ça, ce sont des éléments qu'on ne touche pas. Et donc nous, bah, nous, on est dans la théorie ici, hein, Ah ouais, dans c'est de notre la pure podcast. théorie, hein. Bah, on doit partir du principe que les deux sont à 100% et donc
Bah là, on va peut-être passer à la partie game plan du Mhm. podcast, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur les profils. Mais on va partir du principe que les deux se seront bien préparés pour ce combat et seront en forme optimale au moment où ils rentrent dans l'octagone. Bah, juste sur les profils, parce que je sais pas si on l'a parlé, mais sur le profil de Strickland, je pense qu'on commence à le Ah oui, c'est connaître. vrai que j'ai fait juste ma théorie, mais vas-y, fais-nous Mais un petit descriptif, un petit résumé. rapide descriptif, je pense que Strickland, c'est plutôt un boxeur. Enfin, il a vraiment développé une boxe qui est entre guillemets cachée derrière ce qu'on appelle le Philly shell. Donc, c'est une garde avec un bras qui vient défendre le bas du corps et qui couvre un petit peu les jabs partant d'en bas. Une main haute, donc son bras arrière qui peut venir couvrir le menton, le corps, la tête sur les crochets. Et il va chercher vraiment à mettre beaucoup de volume et une pression lente sur son adversaire. C'est un combattant, pour moi, qui excelle dans la durée. On l'a vu. Très bonne défense de lutte. Il y a une lutte qui, pour moi, enfin, il y a eu des vidéos qui sont sorties, on le voyait, et c'était un peu pourri, entre guillemets, mais la lutte, c'est pas uniquement savoir mettre au sol, c'est aussi savoir la défendre. Et en tout cas, sur ce versant de la défense au niveau de la lutte, pour moi, il est très très bon. Je crois que même dans les stats, il est à 80%, c'est possible? Alors, j'ai UFC stats ouvert, il est à 84% en takedown 84% de defense. défense. Mhm, Contre Hermanson, il est à 8 takedowns défendus sur 8 tentatives. mhm. Et ça, c'est encore un gros gros truc. Son sol, il l'utilise très très peu. Je pense pas que ce soit son domaine, mais lui, ce qu'il veut, c'est rester debout, boxer son adversaire. Bah, je pense qu'il a un bon sol qui est sous-estimé. On l'avait vu un peu contre Uriah Hall. On va dire la dernière fois qu'on a vraiment vu son sol, Ouais. c'est contre Uriah Hall, donc ça remonte à un petit temps, mais ça a fait sa performance contre Uriah. Et Mm. au final, même offensivement, bon, c'est pas quelqu'un qui va engager en lutte beaucoup, mais quand il engage, il réussit plutôt pas mal. 64% de réussite de takedown offensif, Ouais. c'est beaucoup au final, hein. C'est Mm. une belle stat, hein. Très Alors, belle son stat gros même. défaut, c'est de donner son dos, non? C'est pas lui qui a donné son dos et qui s'est fait étrangler sur un match de grappling. C'est pas impossible. Attends. Strickland en Je grappling, dis, il y a quelque chose? Ah ouais, oui, Andy ah oui, Varela, contre Andy Varela, exact. Ah oui, 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 un neck oui. choke. Oui, le flying étranglement arrière. Ouais, on en avait parlé dans le dernier podcast, c'était pas mal. Au-delà de cette blague, on le verra un petit peu plus tard, dans sa défense de lutte, il a quand même tendance à donner son dos pour pouvoir sortir de ses positions, et ça serait quelque chose d'intéressant à souligner après. Très intéressant, très intéressant. Bah écoute, moi j'ai pas spécialement quelque chose à rajouter sur lui. Par contre, avant de passer à la partie game plan, je pense qu'il y a un élément qui est assez important à souligner parce que j'ai vu pas mal de gens et d'analystes dire ça va être puissance contre volume. Parce qu'on part du principe que Sean Strickland est un combattant à volume, ce qui est le cas. Statistiquement, Sean Strickland, il va toucher ses adversaires 5,82 fois à la minute, avec un degré de précision de 41%. On est donc entre 12-13 frappes envoyées à la minute. Je calcule comme Mhm. ça on the fly, mais ça me semble être la statistique. Donc, il essaye d'envoyer 12 à 13 frappes par minute et il va toucher 5,82 fois. C'est peut-être même entre 13 et 14 frappes qu'il envoie à la minute. Sa striking defense, elle est très impressionnante, à 63%. Ça, c'est une très bonne stat. Du côté de Dricus Duplessis, il touche 6,95 fois à la minute avec un degré de précision de 55%. Donc lui aussi, on est vers les 13 frappes envoyées à la minute. Mhm. Donc en termes de volume envoyé, grosso modo, on est à la même chose. C'est juste que l'intention derrière les frappes de Dricus sont peut-être un peu plus explosives et Mhm. cherchent peut-être plus le chaos, alors que Sean Strickland sera plus en mode frère Diaz à toucher, Ouais. toucher, toucher et y aller au cumul. Donc voilà, ça c'est pour finir sur la partie statistique. Tu veux rebondir dessus? Non, moi j'avais noté aussi volume du côté de Ricus, hein. Ah Donc ben voilà. Voilà. c'était d'abord volume et après effectivement puissance, tu vois. Hmm. Mais pour moi, ça ne s'oppose pas, il n'y a pas d'opposition entre Dricus et Strickland. Parfait. Et donc, on ne pourra pas trop comparer le combat de Strickland, Jared Cannonier, puisque Jared Cannonier, dans la définition, c'est aussi Vraiment quelqu'un puissance. d'athlétique, explosif. Et à la Mm. base, je m'étais dit, bah, je vais regarder ce combat pour Strickland pour faire un comparatif, mais en fait, les styles sont pas du tout comparables entre Dricus et Jared. Ok, passons à la partie game plan de ce podcast et on va commencer par le challenger petit underdog en Dricus Duplessis. Quel serait... Ah, je vais d'abord te poser une question. Je vais d'abord te poser une question et je pense que tu vas l'apprécier.
avant le combat de Strickland contre Abus Magomedov et avant le combat de Strickland contre Israel Adesanya, tu avais dit que c'était une très très mauvaise idée de commencer fort contre Strickland. Et ça s'est avéré vrai. Est-ce que c'est la même remarque pour Dricus du Plessis? Euh, le souci, c'est que Strickland, je trouve vraiment bon sur les synchrones, tu vois. Et je pense quand même que un des chemins pour la victoire de Dricus du Plessis, c'est de s'imposer quand même premier, deuxième, Ouais, troisième. Ouais, ouais, ouais. ouais, je suis d'accord avec C'est toi, pas le mais même sans se griller. profil, tu vois. Ouais. Abus, pour revenir à Abus, pour moi, il est meilleur techniquement parlant. Et il a voulu aller trop vite. Je pense qu'il aurait pu trouver ses ouvertures, mais de manière beaucoup plus réfléchie, tu vois. Ouais, en fait, il n'avait pas besoin de mettre autant d'intensité, Oui, autant de volume ouais, que pour prendre le premier round, et ça l'aurait pas autant grillé dès le début. Et je pense que c'est ça ouais. la clé pour Dricus, c'est de venir prendre les premiers rounds, Mm, mm, mais mm, en étant capable aussi d'être performant dans les derniers. mm, mm, mm. Hmm, Donc non, ça va être deux approches différentes. d'accord. Ok, ben, question répondue. Maintenant, qu'est-ce que tu avais noté comme point pour Dricus? Euh, alors, les points ou... Alors, parce que j'ai des points et j'ai un combat référence. Ah, Je commence tu par peux quoi? commence par le combat référence, tiens, ça m'intéresse. Alors, pour moi, le combat référence où Sean Strickland a été relativement inexistant et où il y a pas mal d'informations à prendre, c'est contre l'ancien champion Kamaru Usman. Et je pense qu'il y a un des chemins pour la victoire qui se trouve dans ce combat-là, tu vois. Donc, le premier élément, c'est que euh, dans ce combat, Kamaru Usman fait du changement de garde et va privilégier aussi la garde ouverte. Hmm, Il va privilégier la garde ouverte pour une raison simple. Donc, on a vu que Strickland était très bon en défense de lutte. Une des raisons, c'est que quand vous êtes en garde fermée face à Strickland, comme il est en filichelle, son bras gauche est déjà bas. Et quand vous attaquez pour le double leg, par exemple, pour mettre à la cage, son bras gauche se transforme en underhook, ce qui lui permet de pouvoir ouvrir, sortir. Par contre, ce Filichel, eh bien, son point faible en lutte, c'est la single leg. Donc, ouais. quand vous êtes ici, si vous attrapez la single leg, vous n'avez pas d'underhook disponible. Et le fait de descendre de ce côté-là, il peut être relativement paniquant si vous avez en plus envoyé des crochets du droit, donc des lead hooks juste avant. Et ça a été la stratégie de Kamaru Usman. Donc, il arrive, il est en gaucher, il prend la single leg, il attaque, il met à la cage, il met de la pression et Strickland donne son dos, il travaille depuis ici. Deuxième round, il repasse en droitier, il change, il feinte une première single leg en garde ouverte, puis il réobtient la même entrée un petit peu plus loin dans le deuxième round. Et cette stratégie-là, je pense qu'elle est fonctionnelle, parce que Kamaru Usman l'a fait, et elle est surtout faisable pour moi pour Duplessis. Ouais, et Duplessis qui a été monstrueux quand il avait une position debout de dos contre Darren Till aussi, hein. Il a été létal sur le premier round. Mm, mm, Parce mm, qu'il mm. arrive vraiment dans une position similaire à celle que tu pourrais obtenir avec une single leg où tu mets pas au sol mais que tu te diriges vers le dos et puis tu viens prendre un contrôle debout de dos et puis là il a envoyé des parpaings. Bah, un peu, même Strickland l'a fait contre Adesanya donc il y a ce point commun mais j'aime bien, belle analyse là. Ouais, donc ça fait partie, pour moi, ça ferait partie de la stratégie parce que je me posais la question de la capacité de Dricus du Plessis à mettre au sol. Je pense que pour lui, ce serait une énorme erreur de vouloir attaquer, de vouloir mettre au sol dans la manière qu'il fait actuellement. Souvent, Duplessis, quand il met au sol, c'est suite à des frappes, suite à quelqu'un qui a été connecté, ou alors il a été mis au sol et il renverse, par exemple, tu vois. Mais en offensive, euh, je ne l'ai pas vu de manière très convaincante, tu vois. Je pense pas qu'il ait des mises au sol qui pourraient inquiéter Strickland, sauf s'il passe par ce chemin-là, parce que ça a été le chemin. euh, Enfin, vraiment, c'est ce chemin-là qu'a utilisé Kamaru Usman avec énormément de succès. Hmm. Donc voilà, ça pour moi c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, donc et vous imaginez bien, pour moi il devrait arriver en gaucher. Techniquement, je pense que les calf kicks, si
Je trouve que Duplessis est très très bon sur ses low kicks et ses calf kicks. Ouais, Et je pense qu'il doit utiliser sa jambe arrière, donc la jambe gauche, vu qu'il sera en en gaucher. garde ouverte. Hmm. Donc middle, high kick, sur un front kick, sur un combattant qui est en Philly shell, c'est vraiment très très efficace. Ouais. Ouais, moi j'avais noté hein, évidemment les techniques contre le Philly Shell. Il doit venir préparer à ça. Il doit venir avec des techniques innovantes parce que, comme je l'ai dit, selon moi, Strickland c'est quelqu'un qui travaille à l'expérience et donc s'il a jamais vu quelque chose, ça peut le surprendre et ça peut un peu le Mhm. sortir de son jeu. Alors que si tu as un jeu plus classique, ben, il a déjà vu ça pendant des heures et des heures en sparring. Il doit essayer d'être illisible dans ses intentions. Donc j'aime bien l'idée de venir lutter de temps en temps, parce que tu peux pas venir en 100% striking contre Strickland quand tu es DDP, selon moi. Ne pas se laisser absorber dans le range de Strickland, je pense que ça, c'est la complexité dans tous les combats, qu'on voit pas nous en tant que fans de MMA, mais que tous les combattants qui rentrent contre Strickland, ils disent ouais, techniquement, ça va aller, je vais lui taper ses jambes, etc. Et en Mhm, fait, mhm, tu es mhm, dans le combat et en fait, il t'absorbe dans son range, et dans mhm. son range, il est imbattable. C'est Donc vrai. pour moi, DDP, il doit être all the way out ou all the way in. Il doit éviter d'être au boxing range un maximum. Et alors, j'ai regardé statistiquement la dernière défaite de Strickland contre Jared Cannonier. Bah, Jared Cannonier a vraiment beaucoup misé sur le corps et les jambes. Tu vois, Mhm, mhm, proportionnellement, c'était bien réparti entre les trois niveaux, ces attaques. Et je pense que là-dessus, il y a une carte à jouer. Euh, Strickland est difficile à toucher à la tête, et comme tous ceux qui sont difficiles à toucher à la tête, qui sont très élusifs mhm. au niveau du haut du corps, tu vas taper le corps, tu vas taper les jambes, même si c'est là où il y a une grosse amélioration du côté de Strickland. Je trouve qu'il défend de mieux en mieux les trois niveaux. Oui, c'est vrai. Mais il faut que ce qu'il a fait contre, allez, avec lever les genoux de manière proactive contre Mhm. Adesanya, c'était un très bel ajustement qui rendait les low kicks un peu plus compliqués, mais ça les rend pas impossibles pour autant. Donc je pense qu'il doit aussi capitaliser sur les deux niveaux du bas pour ouvrir en haut, parce que c'est ça qu'a fait Alex Pereira aussi, hein, c'est taper au corps, taper au corps, taper au corps, monter à la tête. Ouais, je pense. Après, c'est pour ça que moi de mon côté, je privilégierais ce travail au corps avec les kicks, tu vois. Middle, front kick. Et je connais pas la souplesse ni les high kicks de Duplessis, mais ça pourrait être aussi une stratégie. Hmm. Ou feinter le middle, revenir avec sa gauche, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il est capable de lever sa jambe assez facilement dans une Mhm. explosion. Et alors, Passons. Ouais. il y a un élément qu'on n'a pas discuté, c'est la question de la pression. Et encore une fois, en revenant sur le combat de référence, je pense que Kamaru Usman a mis une énorme pression dès le départ face à Strickland pour le mettre un peu sur son pied arrière. Et je pense que ça pourrait être une très bonne stratégie de la part de Duplessis, d'arriver et d'imposer directement de la pression. Non Oui. pas du rush, hein, vraiment de Le faire l'intention, reculer? de le Ouais, c'est faire ça. reculer. Parce qu'en Ouais. fait, moi, mon combat référence, du coup, puisque j'ai pas été revoir Ousmane, mais je suis allé revoir Jared Cannonier. C'est vrai que Jared Cannonier était beaucoup sur son pied avant dans ce combat. Alors, c'est une décision Litigeuse, ultra hein. complexe. Mm, mm, mm. Je pense que sur les 5 rounds, il y a aucun round où les trois juges sont d'accord. Ouais. Chaque round est disputé. C'est un truc de fou à quel point ce combat était Mm, serré mm, dans tous les sens. Mais cela n'empêche que c'est un combat serré, donc ça veut dire qu'il y a des pistes vers la victoire, il y a des chemins vers la victoire qui mm, sont mm, offerts, mm. et notamment sur effectivement le fait que Jared Cannonier était beaucoup sur le pied avant dans ce combat, et c'est là où il a fait le meilleur de son taf. Donc tu as raison de le souligner pour DDP, c'est important d'essayer de pousser un maximum Sean Strickland à reculer. Ouais, et surtout face à ce type de garde, en, en filichelle, même si c'est une garde qui est défensive, c'est un filichelle, quelqu'un qui vous met de la pression en filichelle, c'est pénible. C'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué. Quelqu'un qui est sur son pied arrière, on sait à peu près ce qui arrive. Ça va être surtout du check hook, du Cuban check hook, mais ça va pas. On va rarement avoir autre chose, ou alors l'uppercut arrière, tu vois, si vous engagez trop. Mais, mais pour moi, c'est vraiment le chemin. Mm, mm, mm. Ok. Du côté de Strickland, bon, on l'a dit, c'est pas quelqu'un qui va venir avec une stratégie ficelée de A à Z, mais il va venir peut-être avec quelques ajustements. Euh,
moi, de mon côté, je vais dire ce que j'ai noté. Patience et crescendo. Crescendo. Je pense qu'il peut s'attendre à un DDP qui commence fort contre lui. Mhm. Et donc, ce serait pas dans son intérêt d'aller à la bagarre au début. Ce serait dans son intérêt de faire comme contre Abus Magomedov, Oui. laisser passer la vague et puis commencer à augmenter Mhm. son jeu. Parce que on l'a pas dit en décrivant Strickland, mais on a l'impression qu'il a vraiment un cardio illimité, ce mec-là. Il a beaucoup d'expérience en 5 rounds, il a beaucoup de victoires en 5 rounds. Et on l'a jamais vu réellement ralentir au 5e round. Il y a juste Nassourdine qui a pris le 5e round contre Strickland, mais c'est plus Nassourdine qui a commencé à savoir lire Strickland qu'un Strickland qui fatiguait. Ouais. Et puis Donc, après, quand tu sais que tu as tes rounds, ouais, en plus, tu vois, tu peux gérer ton ouais, dernier round, tu sais que tu as gagné, quoi. c'est Donc, ça, c'est est-ce ça. que c'est. Voilà, on peut pas savoir si c'est l'un qui est revenu ou l'autre qui a ralenti parce qu'il savait qu'il allait gagner, tu vois. Exactement, exactement. Et Mhm. donc pour moi, Strickland, le premier round, il doit pas spécialement s'en faire au niveau du scoring. Il doit se concentrer à essayer de prendre le 2e round et à partir de là, bah, en prendre Mhm. minimum 3 sur les 4 derniers. Euh, Je reviens sur la pression. Moi, je pense aussi que du côté de Strickland, ce serait pas mal pour lui d'avoir une pression de prestance, justement pour ne pas se faire mettre sous pression. Je pense que lui doit aussi essayer d'avancer face à un Dricus du Plessis qui, dans son jeu, a besoin d'espace pour s'exprimer. Je pense que Dricus, dos à la cage, est moins dangereux que Dricus à l'ouvert. Et il y a un truc, c'est Dricus, bah, il utilise tellement d'énergie par moment qu'il a besoin de repos sur d'autres moments. Et je pense que si Strickland arrive à augmenter son volume lorsque Dricus Duplessis décide de reprendre sa respiration, il y a vraiment quelque chose à jouer. D'ailleurs, on l'a vu contre le combat contre Darren Till, ça fait vraiment une montagne russe, quoi. La gestion d'énergie de Dricus Duplessis et il se fait surprendre sur des moments où il essaye de reset un peu et de se reposer. Donc je pense que sur la gestion des momentum, Strickland a vraiment gros à jouer. Ouais, bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Si on regarde sur les défaites de Dricus Duplessis, les deux défaites hein, qu'il a, Ouais, c'est c'est troisième round. 2 fois au Faut, troisième, ouais. faut remonter, hein, je suis d'accord les amis, faut remonter, mais deux fois troisième et TKO. je- Et l'autre c'est guillotine. Sur ces deux défaites, alors contre Soldic, moi je trouvais pas qu'il y avait une perte d'énergie, tu vois, pour autant. Mais Non. je pense quand même que Duplessis sera quand même moins bon dans le 3, le 4 et le 5. Et je pense que clairement, comme tu l'as dit, Strickland doit laisser un peu passer la tempête au premier, accepter de perdre ce premier round, chercher le déficit énergétique chez Dricus et commencer à dérouler 2, 3, 4, euh, clairement. 2, 3, 4. Et je pense qu'il peut trouver un TKO dans le quatrième. Peut-être pas dans le troisième parce que c'est pas quelqu'un qui va chercher la puissance, mais quatrième, voire une décision. Je suis pas sûr qu'il, si ça passe ce quatrième, ils réussissent à trouver le TKO dans le cinquième round. Mais voilà, pour moi, soit il le met TKO dans le quatrième, soit on risque de partir sur une décision Strickland. Ouais, je pense que la clé pour Strickland, c'est vraiment sur la gestion de combat, Mm, mm, tel qu'on l'entend mm. Ouais. au sens large. Bah écoute, Et ça nous fait donc, une. Ouais, vas-y. techniquement, j'ai pas réellement de technique à apporter sur Strickland, si ce n'est sur le plan défensif. Pour moi, dans sa préparation, donc son truc général, c'est de chercher à faire durer le combat, c'est là où il devrait être le plus performant. Techniquement, il doit être prêt sur la défense de calf kick et tout ce qui va être, je pense, tout l'inverse, un middle kick, high kick. Sa défense en lutte, je pense que là, il doit être bien préparé aussi, parce qu'il va faire face à un très bon, je pense, très puissant en termes de grappling, donc il peut pas se faire surprendre, quoi. Il peut pas se faire Clairement pas. surprendre. Duplessis, on l'a vu hein, avec sa tentative de Darcho, qui va chercher la tête, il va tirer cette tête. Faut imaginer, hein, c'est une nuque. C'est une nuque et il vous prend avec son dos et il plie cette tête, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment de la puissance Ouais. et ça, il peut vraiment pas la négliger. Il peut vraiment pas la négliger. Et le problème, c'est que c'est pas des. Il a intérêt à avoir fait des sparring avec des très bons grappleurs très puissants pour se rendre compte de la dangerosité du sol face à Duplessis. Et pas se dire, Ouais. ah ça va, je vais survivre. Non, non, non. Il doit se dire, ah je suis en,
en eau trouble absolue. Je peux pas penser que parce que ça passait pas à l'entraînement, ça va pas passer avec Duplessis. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, c'est clair. Et Ouais. ouais, c'est vrai que Dricus, en plus, au sol, offensivement, il est complet. Tu vois, il peut te finaliser avec du ground and pound comme avec des soumissions. Et il va chercher les soumissions très loin, comme tu le dis, avec technique et force. Tu vois, il y a un peu ce Ouais. combo où il a pas peur. Enfin, il a une bonne technique, mais il a pas peur d'utiliser la force en plus pour pouvoir obtenir Mm. ce qu'il souhaite. Parfait. On va passer à la question du membre et je pense qu'elle est très complémentaire à notre Mhm. podcast. Ouais. Alors, elle a été donnée par John John. Ok. Avant, je vais faire une petite pub, hein, tous ceux qui nous écoutent, encore après 40 minutes de podcast ici. On peut rejoindre la chaîne en tant que membre, ça supporte financièrement notre projet et en contrepartie, il y a quelques avantages, notamment on répond à tous vos commentaires de manière exhaustive, on prend vos questions dans nos podcasts, il y a des vidéos exclusives tous les mois juste pour les membres et encore d'autres avantages. Donc il suffit de cliquer, il y a le lien en description, c'est plus facile, il y a le lien en description et vous y verrez tous les avantages à nous rejoindre en tant que membre. Donc ici notre membre John John, merci pour toutes vos questions d'ailleurs, tous ceux qui en ont posé. Elles étaient vraiment toutes intéressantes, mais je pense que la plupart, on a répondu au cours de notre discussion. C'est pour ça que j'ai sélectionné celle-ci. Selon vous, le trash talk de Dricus Duplessis sur les traumatismes de Strickland, entre parenthèses sur son père, est-il un facteur X qui va surmotiver Strickland ou plutôt le faire déjouer? Et cette fois-ci, je t'ai envoyé la question à l'avance, donc je peux te lancer dessus. Ouais, c'est vraiment compliqué hein, de prédire l'impact mental sur un combattant. Et puis quand bien même, une fois le combat passé, de dire ah à ce moment-là c'est le trash talk qui lui a fait faire ça. Tu vois, il y a toujours cette question entre euh, la, la causalité et la corrélation, tu vois. Est-ce que, par exemple, si le combat se passe et que on a un, un Strickland qui va rusher et qui se fait contrer, est-ce que c'est parce qu'il voulait lui arracher la tête ou est-ce que stratégiquement il s'était dit je vais essayer de le surprendre? Voilà, c'est toujours compliqué à dire. Sur Strickland, enfin, faut imaginer quand même que c'est un mec qui explose pas non plus dans la cage. On ne l'a jamais vu. Réellement. Alors il peut aller lui chercher à parler pendant le combat ou des trucs comme ça, mais je sais pas, j'ai jamais eu cette Comment, impression-là. Jack? J'ai jamais eu cette impression-là. J'ai jamais eu cette impression-là. Je pense que par contre, c'est quelqu'un un peu de sanguin à l'extérieur d'un combat. C'est quelqu'un qui peut être sanguin, donc on l'a vu, hein, il va sauter par-dessus des chaises pour aller se battre. Mais est-ce qu'il le fera dans la cage? Je suis un peu moins sûr. Est-ce que ça le pousse à être mieux préparé? C'est pareil. Est-ce que c'est le fait de défendre sa ceinture, de voir qu'il peut être champion et de voir qu'il a les compétences qui font qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux que physiquement, il a l'air super bien préparé? Ou est-ce que c'est parce qu'il a la haine contre Duplessis qui se prépare mieux? Voilà, c'est compliqué à définir en soi, hein. Ouais, c'est ultra spéculatif. En fait, Ouais. moi, quand il est passé sur le Joe Rogan, hein, j'avais déjà dit que j'avais ultra apprécié son passage au Joe Rogan. J'avais l'impression qu'il avait vraiment fait la paix avec son passé. Je sais pas si c'est la Mhm. bonne terminologie, mais euh, il sait qui il est, il sait pourquoi il est comme ça. Il essaye de devenir quelqu'un de meilleur par rapport à son Mhm. passé qui était très compliqué. Par contre, effectivement, il a fait un autre podcast que j'ai pas regardé où vraisemblablement il a fondu en larmes. Donc on sent que ça le touche encore. Et donc c'est difficile à calibrer, mais je pense que ça reste un combattant professionnel. Et je vais prendre un exemple, Leon Edwards contre Colby Covington, on l'a vu très très mesuré et très focus sur l'exécution de son game plan Ouais. contre Colby Covington qui avait vraiment dit des choses dégueulasses et qui l'avait fait réagir en conférence de presse. Donc on a vu Leon Edwards sanguin à la conférence de presse. Mais je pense qu'une fois que la cage est fermée, quand tu es un athlète professionnel de MMA, t'es souvent, enfin, ceux qui sont champions, donc Leon Edwards, Sean Strickland, sont capables de faire la part des choses et de rester figés. Je pense que Georges Saint-Pierre, c'est un peu pareil. Il a beaucoup communiqué sur le fait que quand il était enfant, il s'est fait bully et des trucs comme ça, et que Nick Diaz, dans sa communication, l'a fait un peu ressortir. Mais au final, Mhm. sa performance, elle était propre. Et je pense qu'on va avoir un Strickland qui sera focus et qui sera lui-même dans la cage comme il est toujours. Et peut-être qu'à Mhm. l'entraînement, ça lui donnera un élément en plus, tu vois, une flamme supplémentaire à Ouais. s'entraîner dur. Mais voilà, Et j'ai pas l'impression que ce sera un élément influenceur sur le combat. non. Je pense que sur la question du mental, ce qui peut jouer souvent, au-delà d'une défaite qui te reste en mémoire, mais
j'ai du mal à voir des combattants qui en veulent à l'adversaire parce qu'il a dit quelque chose. La plupart du temps, la pression, elle vient plutôt de l'extérieur, tu vois. Genre, quelqu'un va mal parler et t'as tout ton entourage qui dit, ah, il a dit ça, tu dois genre, nous venger, tu dois montrer ce que c'est, etc., tu vois. Donc, José Aldo, par exemple, si personne ne lui avait dit à l'entraînement, sur les réseaux, ouais, il faut que tu lui fasses, que tu lui fermes sa bouche, il est nul, blabli, blabla, tu vois. Quand tu commences à porter sur le poids de tes épaules une responsabilité collective de fermer la bouche à quelqu'un, euh, là, pour moi, ça peut impacter ta performance, tu vois. Mais sur Leon Edwards, personne lui a dit, on espérait tous j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu cette pression collective de c'est toi qui dois le mettre KO, il parle trop, ici, ça, tu vois. Et donc, à partir de là, il y a plutôt eu des gens qui sont pas concentrés sur l'issue du combat et la vengeance, mais qui ont dit, regardez comment il parle mal, c'est vraiment une mauvaise personne, tu vois. Donc, ça a été Hmm. rejeté sur Covington. Là, pareil, Duplessis, on a dit, regardez, c'est vraiment une mauvaise personne, mais personne, mais l'attention, elle était sur Duplessis. Tu es mauvais, on t'aime pas, t'avais pas à dire ça. Elle n'a pas été sur Strickland, il est mauvais, tu dois le taper pour montrer au Ouais. monde entier ce qui arrive à ceux qui parlent mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une énorme différence. Et C'est vrai. je pense sincèrement que c'est une énorme différence. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants, mais on l'a vu même avec Nurmagomedov contre McGregor. J'ai trouvé, moi, à cette époque-là, Nurmagomedov, il avait une pression sur les épaules euh, qu'il aurait jamais eu si le monde entier lui disait pas, tu dois venger, il a mal parlé sur ci, il a mal parlé sur ça, tu vois. Ouais. Et Ouais. je crois que, donc c'est pour ça que j'aurais envie de dire que je ne pense pas que ça va influencer. Je pense qu'on l'aura uniquement dans deux cas. Si enfin le public met la pression sur un résultat attendu sur un combattant, ou s'il y a un passif de défaite sur un combat, tu vois, genre tu te fais mettre au sol, lutter pendant 3 rounds et tu tombes sur un adversaire comme ça et ça te stresse parce que tu veux pas revivre la même chose, ça peut impacter ta Ouais. performance, etc., etc., tu vois. Hmm. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour de cette question, donc on va passer à la dernière partie, les pronostics et nos préférences. Je vais me lancer. J'ai rien préparé, je m'étais dit que j'allais me laisser influencer pendant notre discussion, parce que comme je disais en début de podcast, c'était vraiment difficile pour moi d'émettre des Ouais. pronostics. Donc j'ai commencé par mes préférences. Bon, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont m'incendier par rapport à ça, mais j'en ai pas parce que j'aime les deux dans la cage. Vraiment, j'aime bien ce qu'ils proposent dans la cage. J'aime bien le côté efficace, non esthétique. C'est quelque chose de, je vais pas dire nouveau, mais c'est quelque chose quand même d'appréciable. Et voilà, Dricus Duplessis contre Cannonier pour la ceinture, c'est un combat qui pourrait me plaire. Strickland contre Adesanya 2 pour la ceinture, c'est un combat qui pourrait me plaire. Une montée de Leon Edwards contre un des deux, euh, voilà, ça pourrait être vraiment intriguant. Donc peu importe qui a la ceinture après la soirée, voilà, je trouverais ça cool pour la division d'un point de vue sportif. En dehors de la cage, bon, voilà, il y a des éléments critiquables sur leur trash talk, mais ils ont des personnalités fortes et c'est pas plus mauvais pour rapatrier du regard quand c'est un peu plus mesuré. Voilà, il y a des moments où Sean Strickland, il me fait plus penser à un comédien, à un gars qui fait des one-man shows qu'à un trash talker, et ça j'aime bien. Par contre, de temps en temps, il dépasse la limite selon moi, au même titre que DDP, de temps en temps, il est très bien en interview, notamment contre Robert Whittaker, j'ai bien aimé l'avant et l'après-combat. Par contre, évidemment, contre Strickland, il a aussi un peu dépassé les bornes, mais au final, moi, je me concentre pas trop là-dessus, je prends pas beaucoup le temps de regarder les interviews, mais je fais quand même gaffe à l'image de notre sport. Donc voilà, sportivement, les deux me plaisent. En termes de pronostics, ouais, je crois que je vais pas prendre de risque cette fois-ci et je vais prendre Strickland à la décision. Ok. Moi, j'ai pas préparé sur préférence. Sur pronostic, oui. Préférence, j'ai pas pensé réellement. Donc sur le futur, oui, comme je suis un peu comme toi, moi, tout me convient derrière sur les combats. Voilà, je suis beaucoup moins hypé par le retour de Adesanya contre Duplessis parce que je pense que on va avoir des trucs qui vont pas être très très cool, tu vois, en dehors du combat. C'est pour ça que je l'ai pas cité. Celui-là me plaît pas trop. Non, mais après voilà, hein, ça fait partie du sport, ça fait partie
des choses qui peuvent être débattues, tu vois, mais de manière plus juste. Et puis, si des tensions, elles peuvent s'évacuer sur deux types qui se battent, bon, peut-être pourquoi pas, j'en sais rien. Enfin bon, sur les préférences, je me concentrerai plus sur la personne. J'aimerais bien voir Strickland l'emporter. Je pense que comme tu l'as dit, c'est un combattant qui a fait un travail sur lui, qui avance en tant que combattant et en tant que personne. Mhm. Et donc sur ce scénario, ça me plaît pas mal, tu vois. Ça me plaît pas mal. Je ne pense pas que ce soit un comédien, par contre. Pour avoir eu des retours de personnes qui l'ont côtoyé euh, en tant que sparring partner, etc., c'est un gars qui n'a pas de filtre, qui n'a aucun filtre. Et Ce que j'entendais par là, c'est que il y a certaines conférences de presse où tu as vraiment l'impression de faire face à un comédien. Je dis pas que c'est quelqu'un qui a préparé son texte pour nous faire rire, mais tu as vraiment l'impression d'avoir ces comédiens un peu rentre dedans, tu ah, vois, Anthony Jeselnik, Ricky oui, Gervais, tu vois, tu as l'impression que ben voilà, c'est du sans filtre, ça nous fait rire parce que ce qu'il dit c'est vrai, mais c'est genre s'il avait dit ça en 2005, ça passerait normal. Mais comme on est en 2024 et que ouais, tout mais le alors monde est choqué partout et que lui il le ah, dit, ça te fait rire parce que c'est mais vrai, alors voilà, mais on n'est donc pas supposé le dire, tu vois. Et non, mais alors c'est ça le sans filtre, hein, ceux qu'on fait de la psychanalyse et tout, ils peuvent le faire sur lui, mais ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, sur moi, c'est un petit peu toutes les règles, toutes les attentes de la société que tu construis dans ton enfance. Et vu son enfance difficile, je pense, on a ça chez les enfants maltraités, ils ne construisent pas de surmoi, tu vois, ou délinquance, etc., etc. Et lui, c'est clairement un cas un cas d'école, tu vois. Il n'a pas de filtre social. S'il y a un truc dans son cerveau, il va le dire, même si ça ne rentre pas dans les règles, dans les attentes de la société. Et je pense, enfin moi j'ai envie de voir, en tout cas au-delà du combat, un petit peu son avancée et en tant que combattant et en tant que personne. Mhm. Et j'espère ouais, le voir évoluer parce que, enfin voilà, je pense, une personne un peu complexe qui est en train de faire un chemin dans la bonne direction dans tous les sens. Donc voilà, donc moi ça sera ma préférence. Mon pronostic, bah, comme je te le disais, je voyais plusieurs scénarios. Je peux voir Duplessis l'emporter par soumission ou TKO dans le 2 et 3, tu vois. Je peux voir Strickland l'emporter dans le quatrième par TKO ou à la décision. Le plus probable, pour moi, ce serait une décision aussi, mais je vais pronostiquer ma préférence, un TKO fin du troisième round. Hmm, joli. Joli. Eh Voilà. ben écoute, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode le game plan qui tirait en longueur et ça me fait tellement plaisir. Je pense que ce combat, j'ai pas l'impression qu'il intéresse tant de monde que ça. Mais quand on se renseigne sur le combat, on se dit, allez, ça peut tellement partir dans tous les sens que c'est Ouais. littéralement la raison pour laquelle on aime le MMA. C'est parce qu'on aime se faire surprendre. C'est pour ça qu'on aime le sport en Mm. général. C'est l'effet des inconnus et des surprises. Et là, on a plein d'inconnus, on a plein d'intrigues et on a potentiellement plein de surprises qui nous attendent au cours du combat. Donc moi, j'ai adoré ce petit échange enfin ce long échange avec toi. Ouais, mais moi J'espère, aussi. j'espère que ça vous a plu aussi. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à notre partenaire unibet.fr de nous soutenir constamment. Abonnez-vous, commentez, likez si ça n'a pas été fait à mon rappel après 6 minutes de podcast. Et on vous souhaite une belle semaine à vous tous. Brian, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao tout le monde, ciao.